Bonjour, dans cette vidéo je voudrais proposer une petite correction d'un des exercices du CAPES blanc numéro 2 qui a été donné à nos étudiants du master MEF en préparation donc, au CAPES de cette année. Alors une petite pensée pour mes étudiants qui doivent préparer leur CAPES dans des conditions extrêmement difficiles cette année en raison du confinement. Et puis il y a eu un report des écrits, et puis les oraux auront lieu l'an prochain. Enfin, c'est très compliqué, ça doit être assez stressant. Donc, une pensée pour vous. Ça nous donne malgré tout le temps d'avancer un petit peu, compte tenu de ce report des examens, parce que j'ai corrigé donc les copies de ce CAPES et j'ai vu des choses qui étaient quand même un petit peu embêtantes. Je pense qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été bien assimilées peut-être. Donc, ça nous donne l'occasion de revoir ça. C'est pour ça que je voulais corriger cet exercice. Alors c'est un exercice en fait qui est issu d'un énoncé de concours de je ne sais plus quelle école de l'an dernier, qui a été légèrement adapté, alors pas par moi, par un collègue, mais donc je mettrai l'énoncé du concours en question, qui lui est public en lien sous la vidéo. Enfin bon, mes étudiants ont l'énoncé, mais c'est quasiment à l'identique le même. Quelques légères reformulations, mais voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est un exercice qui porte sur l'effet Zeeman et la spectroscopie. Et donc, bon bah voilà, je vais essayer de corriger ça. Donc l'effet Zeeman, alors en fait je vais lire l'énoncé, ça explique un petit peu le contexte. Alors l'effet Zeeman désigne généralement l'éclatement, entre guillemets, l'éclatement spectral des raies d'émission d'un atome quand on le soumet à un champ magnétique. En présence du champ magnétique, chaque raie se décompose en plusieurs raies très voisines, dont l'écart en énergie par rapport à la raie unique observée en l'absence de champ est proportionnel au module du champ magnétique appliqué lorsqu'il est faible. Les premières observations faisaient état d'une raie en champ nul se décomposant en trois raies très proches, effet Zeeman normal. Alors, c'est pas forcément facile de suivre les paroles, surtout si on n'a pas le texte sous les yeux, mais essentiellement la chose est la suivante. D'ailleurs, il y a un dessin qui est fourni dans l'énoncé. Donc, on a un atome, et on représente ces niveaux d'énergie. Alors, un niveau d'énergie E1, un niveau d'énergie, alors qu'on note ici E2, 0, ça veut dire c'est le niveau d'énergie excité en l'absence de champ magnétique, ou pour un champ magnétique nul, si vous voulez. Et donc, on a des transitions. Alors, quand on a l'atome qui est dans son état excité, il peut se désexciter en émettant un photon, donc c'est le processus bien connu d'émission spontanée ou stimulée d'ailleurs, peu importe. Vous avez donc une émission ici d'un photon dont l'énergie E est égale à la différence justement d'énergie entre les deux niveaux, puisque l'énergie se conserve, donc l'énergie de l'atome, enfin de la configuration électronique au sein de l'atome passe de E2 à E1, et donc comme l'énergie se conserve, donc on sait que c'est dans le processus, le photon émet, le photon porte exactement l'énergie pour compenser cette perte d'énergie de l'atome. Alors, et donc ce qu'on nous dit, c'est qu'en présence de champ magnétique, en fait, cette raie-là se détriple, en l'occurrence. Alors ça pourrait être notre nombre, enfin bon, voilà. Ici, elle se détriple, et donc vous avez toujours l'énergie centrale ici. Elle se détriple ou elle se dédouble? Non, je pense qu'elle se détriple. Je crois que c'est ce qui est dit. Hein. Et puis là, vous avez E de 0 plus delta E, et puis là, E de 0 moins delta E. Donc il y a une petite variation d'énergie liée à la présence du champ, et ce qu'on nous dit, c'est que cette énergie supplémentaire est en fait delta E égale mu B, B, donc elle est proportionnelle au champ magnétique appliqué, et mu B ici c'est une constante, hein, c'est ce qu'on appelle le magnéton de bord, donc c'est lié aux effets quantiques de matière, en fait au spin des particules qui interagissent, qui sont des petits moments magnétiques portés par les électrons ici, et qui donc, ces petits moments magnétiques interagissent avec le champ B,
Ça donne une variation d'énergie comme ceci, et mu B est donc donné par mu B, c'est alors EH sur 4pi ME, E est la charge de l'électron, H la constante de Planck, hein, donc c'est vraiment un effet quantique. Alors moi je préfère en général utiliser la constante de Planck réduite, vous pourrez trouver aussi cette expression. H bar c'est juste H sur 2pi par définition, enfin, c'est un peu plus fondamental que H, mais on s'en fiche, peu importe. Enfin c'est exactement pareil. Et donc ME est la masse de l'électron. Très bien. Alors, bon, bah, très bien, très bien, très bien. Alors, dans cette partie, on s'intéresse d'abord très brièvement à l'amplitude de l'effet lui-même, dans des conditions standards. Oui, oui c'est ça, parce que donc l'écart en champ E est proportionnel à B, tant que B n'est pas trop grand. Après, il y a des effets non linéaires, des choses un peu plus compliquées, mais donc, on est dans les conditions tout à fait standards. Il y a ce détriplement, dédoublement, détriple, comment vous voulez dire, des raies, avec un delta E vers le haut, vers le bas. Dans un second temps, l'étude porte sur l'interféromètre de Fabry-Perot utilisé en analyseur spectral afin d'évaluer ses performances avec comme objectif une application à la mise en évidence de l'effet Zeeman. L'idée étant que pour repérer cette différence d'énergie qui va se traduire par une différence de fréquence ou de longueur d'onde du photon émis, il faut être capable de caractériser justement cette fréquence, cette longueur d'onde de façon extrêmement fine, parce que cet écart-là est petit. En fait, comme vous savez, h bar c'est de l'ordre 10-34, alors certes, ça c'est du 10-31 en unité standard, mais ça c'est aussi 10-19, bref, la variation d'énergie est très très faible, et donc ça fait un tout petit écart, une toute petite variation de la longueur d'onde, et donc il faut un interféromètre très précis pour être capable de distinguer cette différence de longueur d'onde entre l'arrêt, entre deux raies ici consécutives, 2 ou 3 suivant la situation. On va voir exactement ce qu'on nous dit. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'étudier l'interféromètre ensuite de Fabry-Perot, qui est un interféromètre classique, qu'on n'avait pas eu le temps de voir en cours d'ailleurs, donc c'est bien de faire cet exercice-là. D'autant que ça n'a pas été très très bien traité, donc voilà, je profite de ce petit délai supplémentaire avant les écrits pour revenir là-dessus. Très bien. Alors, voilà. Alors, la première question, avec une lampe à vapeur de cadmium, donc en l'occurrence une lampe à vapeur de cadmium, très bien, donc l'atome en question c'est le cadmium, très bien. En l'absence de champ magnétique, donc dans ce cas-là, des atomes du niveau E de 0 la désexcitation des atomes du niveau E de 0 vers le niveau E1 s'accompagne de l'émission d'un photon de longueur d'onde lambda 0. Donc on nous dit que ce photon il a une longueur d'onde lambda 0 qui nous est donnée comme étant 643,8 nanomètres. Bon, ok, donc raie dans le visible, très bien. En présence d'un champ magnétique B, cette raie se détriple. Oui, c'est ça, détriple. Donc, bon, ok. Dans un modèle très simplifié, on interprète ce phénomène comme le fait qu'il n'y a plus un seul état d'énergie E de 0, mais aussi deux autres états E de 0 plus mu BB et E de 0 moins mu BB, avec mu B égale... Ah oui, d'accord. Non, je vois pourquoi ça se détriple et je vois où la simplification, mais on ne fait pas de physique quantique, il n'y a pas de souci. Donc, on suit ce que nous dit l'énoncé. Donc voilà, tout se passe comme si il y avait maintenant 3 niveaux ici, avec mu B égale, donc EH égale ça. Très bien, ça s'appelle le magnéton de bord. Donner l'expression de l'écart de longueur d'onde delta lambda entre deux raies consécutives, entre celle qui vient de là, si vous voulez, par exemple, entre celle-là et celle-là. Donc, suivant que l'atome part de cet état-là ou de celui-là, évidemment, la longueur d'onde du photon émis ne va pas être la même, puisque la différence d'énergie n'est pas la même. Et évidemment, l'énergie est liée à la longueur d'onde. Donc, donner l'expression de l'écart delta lambda en longueur d'onde entre deux raies consécutives, donc correspondant à ce delta E, en fait. Effectuer l'application numérique pour un champ de 1 Tesla. Alors là, j'ai vu des horreurs, hein, donc c'est aussi pour ça que je voulais corriger ce bout de CAPES blanc. J'ai vu des erreurs, en fait, dans toutes les copies, sauf une.
Et alors, je ne m'explique pas bien pourquoi, mais qu'à cela ne tienne, corrigeons cette erreur. Alors, ce qui a été bien vu par tout le monde, et ça c'est très bien, hein, c'est que le lien entre la longueur d'onde du photon et l'énergie l'énergie de la transition ici a été bien vu. Donc alors, chacun se souvient que l'énergie d'un photon, c'est h nu. Et donc h nu ici, c'est justement c'est l'énergie de la transition, là. Je vais l'appeler, je vais mettre E transition, voilà. C'est l'énergie de la transition. Je ne l'appelle pas delta E, puisqu'on a déjà un delta E qui est l'énergie de dédoublement ici. Donc je l'appelle E transition, l'énergie de la transition, c'est-à-dire E20 moins E1. Donc H nu vaut ça, très bien. Ensuite, le lien entre la fréquence et la longueur d'onde était bien vu aussi. Donc ça, c'est en fait HC sur lambda. D'accord ? Donc on a l'énergie de la transition qui vaut HC sur lambda. Ou si on préfère, lambda égale HC sur l'énergie de la transition. Voilà. Et là, j'ai vu l'horreur en question, qui est, puisque E c'est HC sur lambda, eh bien, delta E égale HC sur delta lambda. Allègrement. Et ça, alors je serais tenté de dire, vous êtes bien d'accord que c'est une horreur absolue, sauf que vu que toutes les copies sauf une ont écrit ça, peut-être que c'est pas si clair que ça, pourquoi c'est une horreur absolue. Mais c'en est une. Alors c'est homogène au moins, donc c'est pas une horreur d'ordre, c'est pas une horreur au cube si vous voulez, mais c'est faux parce que alors là, en l'occurrence, on va prendre on nous dit que la différence est très très petite, hein, donc le delta lambda et le delta E sont très petits, donc c'est des petites variations qu'on peut quasiment considérer comme infinitésimales ici. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez E en fonction de lambda, enfin je pourrais faire pareil, lambda en fonction de E, d'ailleurs certains ont écrit d'ici delta lambda égale HC sur delta E, enfin c'est la même idée fausse, d'accord? Alors pourquoi c'est faux? Eh bien, parce que ici vous avez E, l'énergie de la transition qui dépend de lambda, ou lambda qui dépend de l'énergie de la transition, donc vous avez E qui est une fonction de lambda. Et là, quand vous écrivez une chose pareille, ce que vous dites, c'est que la variation de E, c'est HC sur la variation de lambda. C'est-à-dire que vous écrivez que la différentielle de E, c'est HC sur la différentielle de lambda. Ben non, quand on dérive E par rapport à lambda, d'accord, dE sur d lambda, ça fait combien? Ben ça fait moins HC sur lambda 2. Voilà. Et donc dE, c'est moins HC sur lambda 2 d lambda. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez mettre un delta plutôt qu'un petit d si vous préférez. Mais voilà ce qu'on déduit de ça. En aucun cas, cette chose-là. D'accord? Enfin, d'accord. Essayez d'être d'accord avec ça, parce que ça, c'est vraiment une horreur. Hein, c'est vraiment très très faux. D'ailleurs, la meilleure façon de le voir, c'est imaginer qu'en fait, finalement, vous ne changiez pas la longueur d'onde. Donc delta lambda vaut 0. Ah, du coup, delta E vaut l'infini. Ben non, si vous ne changez pas la longueur d'onde, vous ne changez pas l'énergie non plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une horreur. Ce qui est une horreur, c'est de passer de là à là. D'accord? Si lambda ne change pas, ça ne doit pas changer E. Ce qui est bien le cas ici. Si delta lambda vaut 0, delta E vaut 0. Alors, pareil ici, vous pouvez écrire delta lambda égale, non pas HC sur delta E, mais moins HC delta E, transition, sur E de transition au carré. Hein. Là, c'est E en fonction de lambda, là, c'est lambda en fonction de E. Alors, vous allez me dire, ça ne donne pas tout à fait pareil. Bah, si, en fait, ça donne pareil au premier ordre, c'est-à-dire quand le delta est petit devant D, quand le delta est suffisamment petit pour devenir un D, c'est-à-dire un infinitésimal. Alors voyons ce que ça donne. Poursuivons ça, puisqu'on y est. Hein, il s'agit là de marteler un petit peu la chose pour éviter ce genre d'erreur à l'avenir. Ça donne quoi? Ça nous donne
donc bon, ok, enfin, je vais relier les deux. Donc, si maintenant je replace, enfin, comment dire, je vais tirer delta lambda en fonction de delta E d'ici. Donc, ça fait delta lambda, d'ailleurs, c'est ce qu'on veut au bout du compte. Hein. Donc, ça nous dit que c'est moins lambda 2, pardon, moins lambda 2, delta E, sur HC. Alors vous allez me dire, mais c'est pas pareil que là. Bah en fait si, parce que oui, parce que E, le E de la transition, c'est justement HC sur lambda. Oui, c'est HC sur lambda. Donc E2, c'est H2C2 sur lambda 2. Donc si vous remplacez E de la transition ici au carré par ça, ça va vous faire moins HC fois lambda 2 sur HC carré. Enfin bref, ça donne la même chose. Okay, donc ça n'a pas l'air d'être pareil, mais c'est pareil bien sûr. Hein. Enfin c'est normal, c'est la même fonction que je différencie. Là j'ai écrit DE sur D lambda, là j'ai écrit D lambda sur DE, et donc si je prends l'inverse, j'obtiens évidemment la même chose. Hein. Bon. D'accord, donc la vérité c'est ça. Alors, il se pose la question, c'est quel lambda ici? Alors, donc l'idée c'est que la variation de lambda est très petite devant le lambda moyen, le lambda 0 qu'on nous donne, de sorte que si je mets ici lambda 0 plus delta lambda ou moins delta lambda, tout ça c'est pareil. On est au deuxième ordre ici, hein, donc ici vous mettez lambda 0, ou ici vous mettez l'énergie de la transition de base, 0. D'accord. Bon, enfin, on nous donne lambda 0, donc autant utiliser celle-là. Donc vous voyez, on avait bien... Enfin, ça c'est bon, tout le monde avait ça, très bien, mais pour obtenir la variation de E, enfin la variation de lambda par rapport à la variation de E, bah voilà, faire comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu une copie où j'ai cru que ça allait être bon. J'ai cru que ça allait être bon parce que... donc du coup, quelqu'un a écrit lambda 1 égale HC sur E transition numéro 1, l'une des deux, et lambda 2 égale HC sur E de la transition numéro 2, c'est-à-dire la deuxième configuration. Un coup c'est ça, par exemple. Et après, donc là j'étais content, j'ai très bien, delta lambda égale lambda 2 moins lambda 1, donc ça fait HC, facteur de 1 sur transition numéro 2, moins 1 sur transition numéro 1. Et bien là, c'est bon. Puisque là, on a écrit explicitement ce que vaut chacune des longueurs d'onde et on fait la différence des longueurs d'onde. C'est à la limite, si ça ne saute pas aux yeux que le delta E, c'est juste la dérivée par rapport à lambda, il suffit d'écrire explicitement une longueur d'onde moins l'autre, on voit bien ce que ça donne. Donc là, j'étais content, je me dis, yes, ça va marcher. Mais sauf qu'après, la personne en question a écrit ça. C'est-à-dire à retrouver exactement comme si on divisait par delta E. Bon, évidemment, 1 sur E2 moins 1 sur E1, c'est pas 1 sur E2 moins E1. Mais ça montre bien que c'est exactement ça que font les autres, en fait. D'accord? Bon, donc c'est clairement pas ça qu'il faut faire. Par contre, si on fait ça proprement maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça fait HC, vous mettez au même dénominateur, sur alors E transition 2 fois E transition 1, et fois E transition 1 moins 1 transition 2. Donc avec le moins E2 moins E1. Enfin, je ne réécris pas tous les indices. Voilà. Et on retrouve très exactement... C'était où? Très exactement ça. Avec simplement ici, vous voyez que le E transition 0, en fait, c'est E transition 2 fois E transition 1. Elles sont tellement proches que c'est... Bon, tout ça, c'est la même énergie. On n'est pas à ça près. Hein. Pourvu que l'écart soit petit, le delta E soit petit devant le E transition complet. Bon. Voilà, pardon pour ces rappels qui sont peut-être triviaux pour certains d'entre vous, mais en tout cas pas pour les copies que j'ai corrigées. Donc il y en avait quand même pas mal. Ok, alors voilà. Donc en tout cas on a la réponse. Delta lambda c'est ça.
Et donc, il n'y a plus qu'à calculer, hein, puisqu'on nous demande une application numérique pour un champ de 1 Tesla. Alors, le delta E en question ici, donc c'est l'écart entre les deux, là. Donc, on a dit que c'était mu0b, donc ça fait... Alors, le moins, enfin, d'accord, ça dépend si on prend vers le haut ou vers le bas. On va le retirer, on va prendre, si vous voulez, la valeur absolue du delta lambda. Ça dépend laquelle on prend en premier, donc voilà. C'est lambda 0 carré fois le magnéton de bord fois le champ divisé par HC. Alors, quand on fait cette application numérique, alors moi je l'ai pas là sous la main, ben, on va le faire, j'ai pas de calculette non plus, on va le faire à l'ancienne. Donc, lambda 0, on nous dit que c'est 643, on va dire 6.4, 638, 643,8. Donc, 6.4, donc 600 nanomètres, donc ça fait 6, un nanomètre c'est 10-9, donc ça c'est du 10-7. Donc j'ai ça au carré, fois le magnéton de bord, oh là 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 là, ça va être compliqué. On nous donne H quelque part, mais je ne l'ai pas là. Bon écoutez, quand on fait ça bien, on trouve quelque chose de l'ordre de 20 picomètres, je crois. D'accord. Faites-le, enfin, maintenant il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Par ailleurs, l'autre application numérique avait été bien faite, sauf qu'on trouve un truc délirant. Alors certains s'en sont aperçus, parce qu'on trouve, je sais plus, 20 mm, ou... non, enfin, c'est pas 20, je sais plus... Ou alors bon, bref, en tout cas, on trouve un truc complètement délirant, qui n'est pas du tout petit devant l'autre lambda, qui est au contraire infiniment plus grand. Ça aurait dû vous alerter quand même, hein. Bon, allez, on n'est pas là pour... faire la leçon, enfin disons oui, mais pas pour vous réprimander, il faut juste assimiler la chose, donc voilà, donc ça c'est fait, l'application numérique donne donc une petite variation par rapport aux 600 nanomètres, c'est vraiment très 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 petit, hein, ce qui justifie de prendre ici le lambda moyen ou le E transition moyen, c'est vraiment la même chose pour tout le monde, hein. C'est à peine détectable. D'où l'idée maintenant d'étudier un interféromètre très précis qui permet de distinguer des toutes petites variations de la longueur d'onde. Alors, pour mesurer ce faible écart entre deux longueurs d'onde, on se propose d'utiliser un interféromètre de Fabry-Perot. Il s'agit d'un dispositif dans lequel une lame d'air d'indice n de l'ordre de 1 est enfermée entre deux miroirs. Ah oui, d'accord, c'est une lame d'air, d'accord, c'est pas un milieu. Donc, alors je vais faire le dessin. Alors, vous avez sans doute déjà rencontré dans votre carrière d'étudiant un interféromètre de Fabry-Perot. Donc, vous avez en fait ici deux miroirs, là, les deux traits représentent deux miroirs. D'accord. Et dedans, donc c'est de l'air, hein, donc c'est pas un milieu, c'est pas une lame, c'est pas une lame en verre ou d'accord, un diélectrique. Donc n égale 1 à gauche, au milieu et à droite. D'accord. Et les deux miroirs en question sont semi-réfléchissants et ils sont identiques, aux faces rigoureusement parallèles, pas comme mes droites ici. Et traités pour augmenter leur pouvoir réflecteur. Donc ce sont des miroirs très réfléchissants, mais quand même, quand on dit semi-réfléchissant, c'est toujours un abus de langage, c'est-à-dire c'est partiellement réfléchissant, mais très réfléchissant, donc avec un petit coefficient de transmission. Et du coup, alors, le schéma de principe du dispositif est représenté en figure 4, que je vais donc reproduire. Les miroirs sont séparés d'une distance petite e. Donc ici, il y a une distance petite e. Bon, très bien. Bon, je retire les indices, c'est un partout. Ils ont les mêmes coefficients de réflexion en amplitude petite r. Donc ça, c'est le coefficient de réflexion pour les deux miroirs. C'est les mêmes miroirs, en fait. Petite r et donc réflexion en amplitude. Et petit t, c'est le coefficient de transmission en amplitude. Très bien. Tous deux supposés réels. Alors ces coefficients sont réels. Dans quel cas pourraient-ils ne pas être réels? En fait, ils ne seraient pas réels s'il y avait une variation de la phase aussi à traverser, hein. Donc typiquement dans un milieu d'indice n, vous avez une variation de la phase, si vous l'écrivez en représentation complexe,
qui vaut... bon, on l'écrira tout à l'heure. La phase, en fait... Enfin, si, je vais l'écrire. Allez, c'est l'occasion de réviser, ça fait pas de mal. Donc, si vous avez une onde plane ici qui arrive, par exemple, pour représenter avec ces rayons comme ça, entre là et là, la phase de l'onde, donc en représentation complexe, je peux écrire IKR moins oméga t, entre là et là, sur une distance, je vais noter, on va dire que ça c'est la direction UX, et que ça c'est l'épaisseur E. C'est pas ce E là, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler D, voilà. Petite distance D. Donc ça en fait c'est KX, d'accord? L'onde se propage le long de suivant X, voilà, donc j'ai ça comme ça. Donc entre là et là, vous voyez que X passe de X0 à X0 plus D, et donc vous voyez que l'onde voit sa phase varier de E puissance I, K, E. C'est-à-dire, en X0 plus D, ça fait E puissance I, K, X0, oh, je voulais dire D, D moins oméga T, voilà, et avant, c'était, en X0, c'était E puissance I, K, X0 moins oméga T. Donc, pour passer de là à là, vous voyez que vous multipliez par E puissance I, K, D. Et que vaut K? Eh bien, c'est la longueur d'onde, enfin, c'est le vecteur d'onde, c'est le nombre d'ondes de pi sur lambda, ici. Alors, donc ça, vous voyez que quand on parcourt une distance petit d, on a une phase qui varie de pi d sur lambda. Classique, en optique géométrique. Alors si maintenant le trajet se fait non pas dans un milieu d'indice 1, mais dans un milieu d'indice n ici, alors qu'est-ce qui change? C'est la même expression, sauf que k n'est plus le même. Vous avez un k' dans le milieu ici. Alors le même raisonnement nous montre que entre ici et là, il y a un changement de phase qui vaut K, alors non plus KD mais K'D, avec K' qui vaut maintenant 2pi sur lambda prime. Et que vaut lambda prime? Dans un milieu d'indice n, la vitesse de l'onde est plus lente. La vitesse de l'onde passe de C à C sur n, C dans le vide, C sur n dans le milieu, et donc la longueur d'onde pour une même pulsation, la pulsation ne varie pas, c'est la pulsation d'oscillation du champ E qui excite les molécules du diélectrique à une certaine fréquence, qui réémettent à la même fréquence, donc la fréquence ne varie jamais, la pulsation de l'onde ne varie pas, et donc si à la même pulsation vous allez moins vite, vous voyez que votre longueur d'onde elle est plus petite, parce qu'on a toujours lambda égale la vitesse sur nu. Par conséquent, la longueur d'onde est plus petite, et donc lambda prime, c'est lambda sur n. Et donc vous avez K' qui vaut 2pi sur lambda, le même que dans le vide, mais fois n. Et par conséquent, vous avez ici un déphasage, pardon, c'est pas très clair là sur mon tableau, mais E puissance I K D fois n. Donc, passer dans un milieu d'indice n, ça rajoute un déphasage qui, par rapport à celui-là, donc le déphasage supplémentaire, si vous voulez, entre passer dans le milieu ou pas passer dans le milieu, rester dans le milieu d'indice 1, c'est donc la différence de phase, c'est ça moins ça, d'accord? Donc c'est K n-1 D, d'accord? KND moins KD, ok? Bon, voilà. Donc vous voyez que
si on prend en compte ici le fait que le miroir n'est pas parfaitement ponctuel, c'est quoi? Typiquement, c'est une lame de verre et qu'on a recouverte d'une fine pellicule métallique, de façon à ce que ça fasse miroir, mais pas complètement miroir, ça laisse passer un petit peu. Donc c'est pas un pur métal qui réfléchit toute la lumière, donc c'est semi-réfléchissant, donc on la traite, alors ça peut être du métal, ça peut être un autre conducteur, enfin on fait ce qu'on veut, mais il y a évidemment un substrat à cette pellicule qu'on vient mettre réfléchissante, et donc en réalité, lorsque le rayon traverse ce miroir semi-réfléchissant, il y a un petit déphasage supplémentaire qui vient du fait qu'on a traversé un milieu avec un indice qui n'est pas celui de l'air. Donc vous avez un petit déphasage relatif entre un rayon qui aurait traversé et un rayon qui n'aurait pas traversé. Bon, mais on peut négliger ça, ou bien, si on préfère, on peut en réalité réaliser que tous les rayons qui viennent d'ici et qui sortent là vont tous traverser le verre. Donc ils vont tous se déphaser de la même façon. À ceci près que, si vous traversez en biais, évidemment, l'écart va être plus grand parce que la longueur traversée, c'est maintenant une longueur en biais, si vous voulez. Donc différents rayons traversant à des angles différents vont être déphasés de façon légèrement différente. Alors tant que les angles restent petits, ça peut être complètement négligé, et donc on ne rentre pas dans ces détails, et là ce qu'on nous dit c'est que de toute façon, les coefficients ici de transmission sont réels, donc il n'y a pas de déphasage qui interviennent. Bon, j'ai bien conscience qu'il n'y a pas besoin de tout ça dans l'énoncé, j'en profite pour mentionner des choses qu'on n'a pas eu le temps de mentionner dans le cours, pour vous rafraîchir aussi peut-être un peu la mémoire avant le concours, justement. Alors, très bien, donc on a deux miroirs traités pour être très réfléchissants, en tout cas bien réfléchissants, mais pas 100% réfléchissants, parce que l'idée c'est que les rayons doivent quand même traverser. Alors, le dessin est le suivant, donc on a un rayon qui arrive par rapport à la normale ici, avec un angle θ. Ça c'est un rayon incident. Alors, il est en partie réfléchi, mais ça, peu importe, celui qui est réfléchi, on ne le revoit plus. Alors, donc, il est transmis aussi en partie. Donc, il est transmis, ok, il va tout droit. Il arrive là. Alors là, il y a une partie qui est transmise, qui continue, mais il y a une partie qui réfléchit avec les lois de la réfraction. Donc, vu qu'il arrive ici avec l'angle θ, il repart là avec l'angle θ. Et puis, il arrive là. Alors il y a une partie qui est transmise, on ne la revoit plus, c'est pas important, on va s'intéresser à ce qu'il y a ici, donc je ne dessine même pas. Et puis il y a une autre partie qui est réfléchie ici, avec, alors quelle fraction du faisceau est réfléchie, quelle fraction de l'amplitude du faisceau incident est réfléchie? R, justement, hein, c'est le coefficient de réflexion en amplitude. Donc il y a le même θ ici, il y a le même θ là, et puis là donc, alors, pardon, ça doit être les mêmes angles, donc tous ces rayons doivent être parallèles. Donc il y a une partie qui est transmise, mais il y a une autre partie qui est encore réfléchie, bien sûr. Et puis là, qui est réfléchie ici, et puis qui est transmise, voilà. Et puis vous pouvez faire autant d'allers-retours que vous pouvez. En fait, ça. Alors évidemment, à chaque fois, l'amplitude est restreinte d'un facteur R, donc il y a de moins en moins d'amplitude. Donc ces rayons-là sont d'amplitude de plus en plus faible, mais si le coefficient de réflexion est fort, c'est-à-dire quasi 1, alors la décroissance ici de l'amplitude de ces rayons successifs est relativement faible, et vous pouvez donc avoir plusieurs rayons issus d'un même rayon initial, donc qui vont être cohérents, hein, en tout cas pendant avec une cohérence temporelle suffisante pour ensuite les faire interférer. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'ensuite on va faire interférer tous ces rayons-là, qui vont néanmoins avoir un certain déphasage, alors pas dû à la traversée du miroir ici, mais dû au fait qu'ils ne parcourent pas tous la même distance, la même longueur dans leur trajet. Hein. Ce rayon-là, quand il se retrouve ici, il a parcouru tout ça. Le deuxième rayon, quand il se retrouve au même niveau,
il a parcouru un aller-retour en plus. Enfin, oui, enfin, un petit peu moins. Ouais, justement, on va calculer ça. D'accord. Alors, donc c'est ça l'idée. Le schéma du dispositif est représenté en figure 4, très bien. Les miroirs sont séparés d'une distance E, c'est dit. Et ils ont les mêmes coefficients de réflexion en amplitude et de transmission, tous deux supposés réels. Très bien. Tout d'abord, nous supposons que le dispositif est éclairé par un rayon incident monochromatique, c'est ça, donc monochromatique vert ici. Et donc, je me suis encore perdu, monochromatique. Ah non, j'ai shifté. Monochromatique de longueur d'onde lambda. Il arrive en haut, c'est ce point-là. Il arrive en haut avec un angle d'incidence θ, comme j'ai représenté ici, par rapport à la normale aux deux miroirs et possède une amplitude A0. Bon, très bien. Quand il arrive là, l'amplitude de l'onde, c'est A0. L'épaisseur des miroirs est négligeable et nous considérons que les rayons transmis et réfléchis font tous un angle θ par rapport à la normale au miroir. Alors, soit dit en passant, toujours un petit rappel, hein, si le miroir était une lame à face parallèle comme ça, vous savez que les lois de la réfraction font que le rayon ressortirait parallèle à lui-même de toute façon. Hein. Donc là, dire que l'épaisseur des miroirs est négligeable et nous considérons que les rayons transmis et réfléchis font tous un angle θ, de toute façon ils font un angle θ après. Enfin, si c'est vraiment des lames à face parallèle. Même si on négligeait pas leur épaisseur. Enfin bon, on la néglige et tout ça est vrai, donc la réflexion, de toute façon, négligée ou pas, peu importe ce qu'il y a derrière, la réflexion se fait toujours selon les lois de la réfraction de Snell-Descartes, donc voilà. Tous les angles sont égaux à θ, mais c'est ce que j'ai indiqué ici. On s'intéresse à l'interférence des rayons émergents à l'infini. Pour observer cette interférence, on ramène à distance finie en plaçant une lentille. Oui, alors, donc l'idée, c'est très classique, bien sûr, c'est que ces rayons-là, j'ai dit qu'on les faisait interférer, ben, c'est bien gentil, mais ils sont parallèles, justement, donc ils ne peuvent pas se rencontrer. Comment on les fait interférer? Alors, en fait, ils se rencontreraient à l'infini. Et donc, ce qu'on fait, en réalité, c'est qu'on met une lentille convergente, ici, quelque part en aval du faisceau. Et du coup, on a un faisceau parallèle qui tombe sur une lentille convergente. Par conséquent, on sait que la lentille va faire converger ce faisceau parallèle vers un point, un foyer secondaire. Ce serait le foyer image de la lentille si le faisceau était parallèle à l'axe. Ici, le faisceau est incliné d'un angle θ. Et donc, le faisceau va converger. Alors si j'ai ici f', le foyer image de la lentille donc, sur son axe optique, je sais que par aplanétisme, je sais que un faisceau parallèle dans le milieu objet va converger quelque part dans le plan focal image. Alors, à quel endroit? Et alors ça, j'ai vu aussi que c'était pas bien assimilé. Donc, à quel endroit? Ben, réponse, à l'endroit où passe dans le plan focal image le rayon dont je sais très bien quelle va être sa trajectoire, c'est celui qui passe par le centre optique de la lentille et qui est parallèle, donc qui fait partie de ce faisceau parallèle, ou qui ferait partie, un rayon parallèle à ceux-là qui passerait par le centre se retrouverait là, il ne serait pas dévié par le centre optique de la lentille, le faisceau, supposé infiniment mince, le rayon n'est pas dévié, et donc voilà où il va converger. Enfin, où il va passer. Mais comme, justement, un faisceau parallèle vient converger en un point du plan focal image, ça ne peut être que ce point-là, puisque ce rayon ne passe que là, d'accord? Donc on sait que tous les autres rayons vont venir converger précisément en ce point-là. Voilà. Donc là aussi, j'ai trouvé malheureusement dans les copies quelques
pas mal de... Enfin, pas mal de choses qui montrent clairement que cette réalité n'est pas... Enfin, cette propriété n'est pas tout à fait assimilée. Même si dit comme ça, je suis sûr que ça surprend personne, mais il faut aussi savoir réutiliser cette connaissance-là du fonctionnement des lentilles dans une situation où il n'y avait pas un axe optique qui était indiqué, voilà, c'était un petit peu plus flou. Et si vous avez bien compris ce que fait une lentille convergente, voilà ce qui va se passer. Bien. Ok, alors, première question. Alors, on appelle delta... la différence de marge entre deux rayons consécutifs 1 et 2 dans la direction θ. Ok. Ok, on nous renvoie à une figure mais sur laquelle θ n'est pas marqué, donc on va y revenir. Delta n'est pas marqué. Tout d'abord, première question. Pour observer la figure d'interférence sur l'écran, comment faut-il placer l'écran par rapport à la lentille? Et bien là, la réponse est justement très simple. Il faut mettre l'écran dans le plan focal image de la lentille, c'est-à-dire à une distance petit f', la distance focale de la lentille convergente, positive ici. Petit f', c'est une notation qui était donnée dans l'énoncé. Bien. Donc voilà, il faut mettre l'écran dans le plan focal image parce que c'est là que vont converger tous les faisceaux parallèles. Étant entendu qu'un faisceau parallèle incliné différemment va converger ailleurs, mais dans le plan focal. Bien. Alors petit b, on considère que la lentille a été placée de façon appropriée, donc dans le plan focal image, tel que demandé à la question précédente. On considère le point H projeté orthogonal de M2. Alors, là, je rajoute des notations. Donc ça, c'est le gros plan qu'il y avait sur cette zone-là. Donc là, il y a M1. Donc le faisceau, le rayon rentre en haut. Il se réfléchit ou est transmis partiellement en M1. Il réfléchit ici. Et puis il se retrouve ici en M2 pour le deuxième rayon. Évidemment, M3, M4, jusqu'à M l'infini en principe. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de... Mais en principe, ils sont tous là, ces rayons. Bien. Avec des amplitudes de plus en plus faibles, très bien, mais il faut la prendre en compte néanmoins. Alors, ok, et ça, on l'appelle O1. Du coup, O2, O3, enfin bon. Alors, quelle est la question? En utilisant... non, pardon. Alors, on considère le point H projeté orthogonal de M2 sur le rayon 1. Donc ça, c'est le rayon 1. Donc le point H, je vais prendre du rouge. Vous projetez orthogonalement M2 là-dessus, sur le premier rayon, et on appelle ça H. Très bien. Que peut-on dire des chemins optiques PH et PM2? Alors là aussi, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas tout à fait plu. Il y a une petite subtilité, ceci dit, c'est-à-dire que même les copies qui ont donné la bonne réponse ont un petit peu pataugé dans l'explication, et je pense que... Alors, il faut reconnaître que là, pour le coup, c'est un peu subtil, donc ça vaut le coup quand même de le voir. En fait, le plus simple est d'utiliser la loi du retour inverse de la lumière. Oui, juste une seconde. Bon, pardon pour l'interruption, je reprends. Donc, que disais-je? Alors, je me suis perdu dans mon énoncé. Il est où? On en était à... D'accord, donc oui, je disais que la justification n'a pas toujours été très bonne, et donc le mieux c'est d'utiliser la loi du retour inverse de la lumière. Il faut bien comprendre ce que fait une lentille convergente. C'est quelque chose que je crois quand même avoir bien précisé dans le cours, mais ça fait pas de mal de le revoir. Si vous avez un faisceau parallèle qui arrive là, comme ça, en réalité, vous savez que les rayons, ce sont des abstractions. Ce qui existe, ce sont des fronts d'onde, c'est-à-dire vous avez une onde électromagnétique. Et quand vous avez un faisceau parallèle, en fait, ça veut dire que vous avez une onde plane. D'accord? Donc les surfaces, voilà les surfaces équiphases. Et les rayons sont en fait donnés localement par le gradient de la phase. Hein? On a vu ça avec
le théorème de Malus et toutes ces choses-là. Hein. Je vous renvoie à cette partie de cours. Donc, les rayons ici sont parallèles aux surfaces d'onde. Donc, quand on représente des rayons, en réalité, on a une onde plane qui avance comme ceci. Alors là, je viens à ça après. Là, elle est parallèle à l'axe. Si elle était inclinée, il n'en resterait pas moins. Je vais faire le dessin à côté. Voilà. Et puis, ce que fait la lentille, c'est qu'en réalité, justement, ça introduit, donc typiquement pour une lentille convergente, vous savez d'ailleurs c'est comme ça qu'on les reconnaît, hein, c'est plus fin sur le bord qu'au centre. Hein. Alors ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être bref, ça peut être plan convexe ou voilà d'un côté et de l'autre, on peut la retourner. Bon, mais dans tous les cas, une lentille convergente est plus épaisse au centre que sur les bords, et c'est précisément pour ça que ça fait converger la lumière. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire avant, dans le milieu d'indice n ici, qui représente la lentille, la lumière va moins vite. La vitesse de l'onde est plus faible. C'est sur n, précisément. Par conséquent, le rayon, ou si vous voulez, la partie de l'onde qui traverse une plus grande quantité va se retrouver en retard par rapport à la partie de l'onde qui a traversé une plus petite quantité de diélectrique. Et donc, tous ces points-là qui sont en phase par définition, c'est un plan d'onde orthogonal au rayon, tous ces... Enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ce plan d'onde, là, tous les rayons, ce rayon, celui-là, voilà, vont se retrouver à des positions qui vont déformer le front d'onde. Ici, vous comprenez bien, quand vous passez de là à là, chaque rayon parcourt la même distance dans le même indice, enfin dans un milieu de même indice. Par conséquent, le déphasage est le même. Et donc, si les rayons étaient en phase ici, c'est un plan d'onde, ils sont à nouveau en phase là. Et donc, le plan d'onde se propage parallèlement à lui-même. Là, c'est très différent. Parce que ici, la phase de cette partie de l'onde, enfin, à une phase donnée, cette partie d'onde va se retrouver plus loin que celle-là. Et que celle-là, qui a été plus ralentie parce qu'elle a parcouru une plus grande quantité de matière. Et ce rayon-là va être un petit peu moins en retard que lui encore un peu moins, et puis là, ici, carrément pas du tout. Et donc vous voyez que le front d'onde va s'être déformé en mettant plus en retard la partie qui a traversé une plus grande quantité de matière dans laquelle il se déplace à vitesse réduite, que sur le bord. C'est tout à fait intuitif, et c'est effectivement ça qui se passe. Bien. Et donc vous voyez que le front d'onde ici a été déformé, et maintenant si vous regardez, qu'est-ce que c'est que le rayon? C'est la normale au front d'onde. Alors ici la normale au front d'onde, c'est des rayons parallèles, et ici la normale au front d'onde, vous voyez que ça fait ça, quoi. Et vous voyez donc que vous allez venir faire converger vos rayons, parce qu'après ils vont tout droit, et vous allez faire converger en un point qui est précisément le foyer. C'est ça que fait une lentille, d'accord? Donc ça vous transforme un plan d'onde, c'est-à-dire une surface équiphase qui est plane, en une surface équiphase qui est sphérique, en première approximation quand on travaille dans les conditions de Gauss, et donc étant sphérique, elle va venir converger en un point. Alors, si vous allez, c'est jamais parfait, et donc c'est pas pile un point, c'est une petite tâche, mais enfin, voilà, dans les conditions de Gauss, tant qu'on peut, vous vous souvenez, approximer que le sinus de l'angle est égal à sa tangente, est égal à l'angle lui-même exprimé en radian, etc., qu'on n'est pas trop loin justement de l'axe là, et qu'on n'est pas trop incliné, voilà, les conditions de Gauss, on peut montrer que ça se passe comme ça. Alors, si maintenant vous avez un faisceau qui n'est pas parallèle, enfin qui est parallèle mais pas parallèle à l'axe de la lentille, mais c'est pas grave. Vous avez un faisceau comme ceci. Alors quand on dit qu'on a un faisceau avec des rayons parallèles, encore une fois, ça veut dire qu'en réalité, on a des plans d'onde
c'est-à-dire des surfaces équiphases de l'onde, pardon, qui sont orthogonaux au rayon, qui sont des plans comme ceci, et de la même façon, celui-là va être plus en retard que celui-là, et qui va être plus en retard que celui-là, et donc ça va vous déformer le front d'onde, et ça va vous faire un truc en première approximation quasiment sphérique, qui va venir donc converger en un point. Quel point? Bah, quelque part ici, justement, le prolongement là, voilà. Et donc, vous avez ici le faisceau qui converge également dans le plan focal, toujours en première approximation, suivant les conditions de Gauss, ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, il faut retenir que cette surface équiphase devient cette surface équiphase, puis cette surface équiphase, puis cette surface équiphase, enfin de plus en plus petits rayons là, puis là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence de phase entre ce point-là et on va dire celui-là, en suivant ce rayon-là, est la même que la différence de phase entre ce point-là et ce point-là. C'est probablement plus très clair, mais entre ce point-là et ce point-là, il y a la même différence de phase qu'entre ce point-là et ce point-là, n'est-ce pas? Puisque justement, c'est la même surface équiphase qui progresse au fur et à mesure de sa propagation, et ce que fait la lentille, c'est transformer ce plan en cette sphère approximative. Et évidemment, on peut continuer jusqu'à aussi près qu'on veut du foyer, et on peut donc, à la limite, arriver au foyer. Et donc, vous voyez que finalement, en vertu des propriétés fondamentales de la lentille convergente, ce trajet optique, là, ce chemin optique, qui définit la différence de phase, est le même que celui-là. D'accord? Alors, par conséquent, si vous prenez maintenant, si vous prenez un plan orthogonal à ces rayons-là, eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire là. Entre deux points ici d'un même faisceau parallèle qui vient converger là, et le point de convergence justement, donc entre là et là, il y a la même différence de phase, il y a la même différence de marche, il y a le même chemin optique. Eh bien, par conséquent, c'est exactement la même situation, n'est-ce pas? Donc si ça c'est le foyer secondaire, enfin je vais l'appeler f' de θ, c'est-à-dire c'est le f' où on converge quand on est incliné d'un angle θ, ici. Entre f' de θ et ce point-là, il y a le même chemin optique, ça, là, cette longueur-là, pondérée par l'indice du milieu, alors 1 partout, sauf là-dedans où c'est n. Entre ce point-là et ce point-là, il y a le même chemin optique qu'entre ce point-là et ce point-là en suivant ça. Et aussi qu'entre ce point-là et ce point-là en suivant ce chemin-là. Et aussi, enfin bref, sur tous les rayons. Donc, de là à là, il y a le même chemin optique que de là à là, etc. Si vous prenez l'orthogonale ici. Par conséquent, là j'en ai pris une quelconque, maintenant si je prends celui-là, vous voyez que j'ai la même différence, j'ai le même chemin optique entre le point de convergence et H. Alors le point de convergence il s'appelait P. Bon, je préfère l'appeler f' de θ ou P de θ en tout cas, enfin si justement il va dépendre de θ. Entre P et H, il y a le même chemin optique qu'entre P et M2. Donc en fait, la réponse à la question, c'était PH égale PM2. Alors, donc, vous voyez le raisonnement qu'on a fait. Alors, où est la subtilité? La subtilité, elle est qu'il y a un truc piégeant qu'on peut écrire là, si on n'a pas, enfin, ou qui peut nous perturber si on n'a pas bien compris pour le calcul suivant. Et sinon, qui fait une petite faute de raisonnement si on fait ce que font la plupart des gens, qui est de dire, eh bien, voici une surface équiphase, orthogonale au rayon, et donc, c'est les propriétés de la lentille, cette surface, enfin, justement, c'est une surface équiphase, et donc, puisqu'elle est orthogonale au rayon, et donc après, comme ils viennent tous converger là, eh bien, il y a le même chemin optique partout. Alors, j'ai bien expliqué effectivement qu'il y a le même chemin optique
sur tous ces rayons, là, enfin, le long de tous ces rayons, en venant là. La subtilité, c'est que ça, ce n'est pas une surface équiphase dans ce cas-là. C'est pas une surface équiphase, pourquoi? Ben, parce qu'en réalité, justement, vous voyez que le rayon qui se retrouve ici, là, ils sont tous en phase, il n'y a qu'un seul rayon, d'accord? Là aussi, il n'y a qu'un rayon, donc le rayon est en phase avec lui-même. Quand on arrive là, pour aller de là à là, vous voyez bien qu'il faut qu'on parcourt moins de chemin que ça plus ça, y compris moins de chemin optique. Je dirais même a fortiori moins de chemin optique, puisque là on est en plus dans un milieu n. Mais on va calculer cette différence de marge. Donc il n'est pas vrai que la phase de l'onde en ce point-là et la phase de l'onde en ce point-là sont les mêmes. Mais alors, est-ce que ça invalide le raisonnement d'avant? Non, ça ne l'invalide pas. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais un faisceau parallèle. Et donc là, j'avais effectivement un plan d'onde avec des surfaces équiphases qui étaient ces plans. Chaque point là est à la même phase. Donc ça, tout ça, c'est équiphase. Là, c'est différent parce que vous n'avez pas un faisceau... vous n'avez pas un faisceau. C'est-à-dire que là, il y a un rayon, là aussi, et là, il n'y en a pas. D'accord? Ce qui se passe, en fait, c'est que... Alors, vous savez qu'un rayon, ça n'existe pas. Puisque un rayon, c'est l'orthogonale à une surface d'onde. Il faut bien qu'il y ait déjà une petite surface d'onde. Donc, en fait, vous avez un tout petit faisceau ici, pas très grand, mais... vous savez que sinon, ça diffracte si vous prenez juste un seul faisceau. Justement, enfin, un seul rayon, ça n'a pas de sens. Mais disons, vous avez un petit faisceau d'une certaine épaisseur... Enfin, certaine largeur qui est la même ici, c'est-à-dire quand je dis j'envoie un rayon, vous n'envoyez pas un rayon, vous envoyez une petite surface d'onde, petite mais grande par rapport à la longueur d'onde, sinon justement vous auriez la diffraction et vous ne pourriez même pas la définir cette longueur d'onde sinon. Bref. Donc vous avez un petit, mais enfin c'est très facile d'être tout petit à l'échelle macroscopique et grand devant la longueur d'onde, hein. C'est inférieur au micron la longueur d'onde, donc voilà, il y a de la marge. Donc vous avez un petit faisceau là, qui se retrouve en petit faisceau là, en petit faisceau là, en petit faisceau là, et ce qui se passe c'est que là, oui, là vous avez une surface équiphase. Tous ces points-là du petit faisceau qui a une certaine section, tous ces points-là sont en phase là. Tous ceux-là aussi sont en phase entre eux, pas avec ceux-là. Justement, ceux-là sont en retard par rapport à ceux-là. Ceux-là sont en retard par rapport à ceux-là. Mais néanmoins, vous avez une petite surface d'onde ici qui est bien parallèle au rayon local. Voilà. Donc il faut juste faire attention que dans le raisonnement qu'on a fait là, le champ électromagnétique, il est partout, qui constitue l'onde, il est partout, et tous ces points sont en phase. Là, tous ces points sont en phase, tout cela entre eux, tout cela entre eux, mais pas avec cela, etc. Et vous allez avoir un déphasage de lui par rapport à lui, de lui par rapport à lui, etc. Néanmoins, le raisonnement qu'on a fait est correct. C'est-à-dire, si vous aviez un faisceau parallèle ici, alors effectivement, tous ces points seraient en phase, et ils seraient en phase ici aussi, et vous auriez donc, donc vous avez le même chemin optique là. Et donc, le chemin optique, il est ce qu'il est, quel que soit le faisceau que j'envoie. Donc, effectivement, le raisonnement, il est correct. En appliquant le retour inverse de la lumière, vous pouvez dire, si j'émets de la lumière ici, donc j'ai une source, alors évidemment en phase avec elle-même, j'émets de la lumière ici, ça me fait une onde sphérique qui se propage partout, mais en l'occurrence là, ici, par là, et puis la lentille va déformer ce plan d'onde en ralentissant celui-là par rapport à lui, donc lui il va aller plus loin et lui il va aller moins loin, et donc ça va justement, ça va faire ce qu'il faut pour que cette onde sphérique se transforme en onde plane. Et donc là, ils seront en phase. Ils seront en phase si vous émettez ici en phase. Mais là, donc c'est vrai que la distance optique entre ici et là, le chemin optique est le même, enfin, le long de tous les trajets, comme je l'ai dit. Mais là, ce qui se passe, c'est que vous avez des rayons qui, eux, ne sont pas en phase les uns par rapport aux autres, et donc ils ne seront pas en phase les uns par rapport aux autres ici. Et c'est précisément pour ça que vous avez des interférences. C'est-à-dire que vous avez le même chemin optique de là à là, de là à là, etc. Par contre, vu qu'ils ne sont pas en phase là, ils ne seront pas en phase non plus là. D'accord ?
Donc il faut faire attention que vous n'avez pas ici un plan d'onde orthogonal au rayon, comme si vous aviez un faisceau plein, je dirais. Hein. Vous avez bien des rayons indépendants, chacun avec sa phase, mais à partir de là, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de déphasage relatif entre eux. Tout vient avant. Et donc, ce qu'on nous demande de montrer, c'est que, en fait, le déphasage entre ces deux rayons, le premier et le deuxième, c'est exactement la différence qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, parce qu'après, ça ne change pas. Après, il continue à parcourir le même chemin optique jusqu'ici. Donc, la question, c'est quelle est la différence de chemin optique, donc quelle est la différence de phase entre H et M2. Et ça, c'est lié à la différence de chemin optique parcouru. Alors, je vais grossir le schéma, ici. Donc, on a, je vais essayer de garder les mêmes couleurs pour pas trop perturber. Donc, on a le premier rayon qui arrive, qui est transmis ici, donc avec l'angle θ. L'angle θ, il est réfléchi ici avec le même angle θ. Puis là, il est transmis tout droit, là, il est transmis tout droit, voilà. Et donc, on a ici, je reproduis O, M1, M2, et le projeté H ici. Donc, la différence de phase entre ces deux rayons-là, entre deux rayons consécutifs, évidemment, ce serait pareil entre lui et lui, c'est pareil qu'entre lui et lui. La différence de phase entre ces deux rayons consécutifs, lorsqu'ils interfèrent ici, sachant que après ce point-là, il n'y a plus de modification, la différence de phase entre ces deux rayons, c'est la différence de phase entre le point H et le point M2, ou M2 et H, dans un sens ou dans l'autre. Et quelle est cette différence de phase? Eh bien, c'est celle qui correspond pour le rayon 1. Alors, jusque-là, ils ont tous suivi le même chemin. Donc, ils ont le même chemin optique. Le rayon 1, pour aller de M1 à H, il parcourt ça. Donc, voilà le chemin parcouru par le premier rayon. Pendant que le deuxième rayon, pour se retrouver en M2, parcourt ça. Et donc, la différence de chemin optique entre les deux rayons, c'est, alors je vais l'écrire ici, delta égale, alors on va faire le deuxième moins le premier, parce que c'est le deuxième qui a le chemin le plus long. On va dire, alors, donc c'est la longueur, je vais le noter comme ça, la longueur supplémentaire, enfin ça, d'accord, cette longueur-là bleue, moins la longueur rouge ici, c'est-à-dire c'est M1O1 plus O1M2 pour le premier rayon, moins M1H pour le deuxième. Alors, vous vous rappelez qu'on met des parenthèses ici pour le chemin optique, hein, donc c'est la longueur fois l'indice optique, hein, c'est pondéré par l'indice optique. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est ça en fait. Alors, une fois qu'on a écrit ça, bah, il n'y a plus qu'à le calculer. Alors, du coup, je vais me faire un peu de place. Je pense que vous avez saisi la situation, enfin j'espère. Donc il n'y a plus qu'à le calculer. Donc delta c'est... Alors là on est dans un milieu d'indice... Ah non, on n'est même pas dans un milieu d'indice n. Ça pourrait être un indice n ici, mais non, c'est l'indice 1, on nous a dit. Donc en fait, ces chemins optiques sont juste les longueurs en question. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, sinon il suffit de rajouter un n, hein, c'est pas du tout un problème. Donc vous avez ici... alors M1O plus O1M2, donc c'est deux fois cette longueur-là. Je vais noter petit l ici, cette longueur-là. Donc on a deux fois ça. Moins M1H. Alors je vais... Donc cette longueur-là, je vais la faire ici. Moi la longueur rouge ici. Alors en fait, je vais noter... Je vais appeler ça... Il me manque une couleur là, clairement. En fait, non, il est noir, je vais laisser du noir. Ça, je vais l'appeler petit h, là. La hauteur là entre les deux points de sortie du premier et du deuxième rayon. Petit h.
Donc là, je vais directement écrire 2 fois. Alors, que vaut cette longueur-là en fonction de h? Ouais, si j'appelle ça h, donc le 2 va partir. Vous voyez que h, c'est 2 fois cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est quoi? Sachant qu'on a ici θ et ici petit e, vous voyez que cette hauteur-là, enfin cette demi-hauteur-là, c'est e fois tangente θ. Et donc là, je vais avoir 2e tangente θ. Pour h, ouais. Donc j'ai h qui vaut 2e tangente θ. Bon, très bien. Et alors L c'était ça, là. C'était cette longueur-là. Donc là, j'ai 2 fois cette longueur-là, qui n'est rien d'autre que h sur sinus θ. Je m'y suis sans doute très mal pris. H, cette longueur-là, oui, alors si c'est ça, j'ai pas besoin du h. En fait, je suis complètement idiot. J'aurais besoin du h tout à l'heure pour lui. Oui, d'accord. D'accord. Donc, ok. Cette longueur-là, en fait, c'est E sur cos θ. D'accord. Cos θ, c'est ça sur ça. Donc, c'est E sur la longueur que je cherche. Donc, la longueur que je cherche, c'est E sur cos θ, et je l'ai 2 fois. Donc, 2E sur cos θ. Bon, pardon pour ce petit cafouillage. Donc, ça, c'est ça, là. 2E sur cos θ. Moins... Et M à H, c'est là où j'ai besoin de mon petit H. M à H, à nouveau, j'ai θ ici. Ouais, parce que θ se trouve là, donc il est là. Donc j'ai H, j'ai sinus θ, j'ai H sinus θ. Okay. Pardon. Moins H sinus θ, et H c'est 2E tangente θ. Donc ça fait moins 2E tangente θ sinus θ. C'est pas ultra joli ça? Dessus peut-être. Donc ça fait 2E sur cos θ facteur de 1 moins ça, c'est sin sur cos. Hein. Donc là on a sin carré sur cos, mais si je mets au même dénominateur, j'ai donc sin carré sur cos carré. Ok, donc 1 moins... mais on nous la donne la réponse, mais ça n'a pas l'air d'être ça. C'est toujours les choses les plus simples sur lesquelles on se plante. Là, le nez au tableau, j'ai beaucoup de mal. On a dit que cette longueur-là, c'est h fois sinus θ. Ça, c'est vrai. Et h, j'ai dit que c'était E tangente θ fois 2. Ouais. Et là, j'ai dit que c'était E sur cos θ, c'est ça, puisque cos θ... Oui, E sur cos θ, c'est ça. Ok, et donc ça donne 1 moins tangente carré, donc ça fait cos carré. Oh. Donc ça fait cos de 2θ sur cos. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Excusez-moi. Comment je m'y prends? La différence de marge, c'est ça plus ça moins ça. Ça fait pas de doute. Et donc c'est bien 2 fois cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est E sur cos θ. Donc 2E sur cos θ. Moins ça, c'est-à-dire c'est E sur tangente θ. Ah, voilà, c'est mieux. D'accord. Le A... Bon, pardon.
le h ici, je suis débile, tangente θ, c'est h sur e. Bah non, bah donc c'est ça. H sur 2 sur e, d'accord. Donc ça fait bien 2e tangente θ. Et ça, c'est ça fois sinus θ. Ah non, sur. Oh là là. Sinus θ, c'est ça sur ça. Donc c'est ce que je cherche. M1H sur H. Ah non, mais si, c'est ça. Donc M1H, c'est H sinus θ. Ah ben si, mais qu'est-ce que j'avais écrit alors? Bon, je comprends, je sais même plus, je comprends plus rien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça y est, on l'a. Donc ça fait 2e sur cos θ, facteur de 1 moins sin carré θ. Bon, excusez-moi, vraiment. Et ça, évidemment, c'est cos carré, et donc tout ça, ça fait 2e cos θ. On nous le donnait, hein, la réponse, heureusement, hein, vous voyez, parce que on a vite fait de faire... Je sais même pas ce que j'avais dans la tête, je sais pas ce que j'ai écrit là. Bon, bref, bon. Ok, donc vous voyez, ça fait 2e cos θ. Enfin, on est d'accord que c'est trivial, hein. Une fois qu'on a compris que c'était ça, plus ça, moins ça, il n'y a plus qu'à l'écrire, c'est immédiat en principe, et en pratique, pas toujours. Comme vous voyez. Enfin bon, on nous donne un résultat, donc ça vaut le coup. Oui, alors ça c'est aussi un point que je voulais vous dire, là, vos recommandations pour le CAPES. Vous voyez, là par exemple, bon, j'ai perdu 5 minutes, mais c'est 5 minutes sur 5 heures. C'est pas grave ça. Ça vaut le coup d'aller les perdre ces 5 minutes. Parce que là, c'était évident qu'il y avait rien de compliqué, il suffit de le faire. Donc ça arrive, c'est parfaitement compréhensible que ça arrive qu'on s'embrouille la tête, qu'on comprend plus. Alors on peut faire une pause, même souffler 1 minute entière, manger un Mars, faites ce que vous voulez. 1 minute sur les 5 heures de l'épreuve, c'est pas ça le problème. Il vaut mieux se calmer, on reprend les choses. Bon là en plus on a le résultat. Une fois qu'on l'a posé, on doit le trouver. Et ça vaut le coup de passer 5 minutes. C'est un point qui se prend, et c'est pas vrai qu'elles vous manqueront les 5 minutes. Sur 5 heures, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous enfermez pas sur un truc où vous savez pas, que vous êtes pas sûr que ça marche, ni que ce soit la bonne idée. Mais si vous avez bien fait l'analyse du problème, et que, voilà, c'est clair, la différence de marge, c'est ça, plus ça, moins ça. C'est clair, c'est ça. Si vous passez 10 minutes, bah passez 10 minutes. Mais il faut aller le chercher, ce point. D'accord? Bon, enfin... Essayez quand même de pas trop patauger comme je viens de le faire, mais voilà, vous voyez l'idée. Ok. Alors, on considère un autre rayon, voilà, donc ça c'est fait en déduire l'expression, ah non pardon, donc ça c'est la différence de marge delta, en déduire l'expression de la différence de phase, bon ça vous vous souvenez, hein, la phase est à 2π, ce que la différence de marge est à lambda, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, phi sur 2π c'est delta sur lambda, hein, donc phi c'est 2π delta sur lambda, par conséquent la différence de phase entre les deux rayons ici, bah c'est 4π pardon. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit delta sur lambda et j'ai écrit lambda sur delta. Bon, il est temps que je m'arrête. Je commence à faire n'importe quoi. 2π delta sur lambda, voilà, donc ça fait 4π cos θ sur lambda. Bon. Ça, c'est la réponse donc, à la question suivante. Désolé pour à nouveau ce cafouillage. Je m'aperçois que du coup l'heure a tourné aussi. Je vais peut-être devoir faire une pause. Je reprendrai après. Alors, on considère un autre rayon incident arrivant sur l'interféromètre avec un angle d'incidence θ'. Alors, si maintenant on arrive non plus avec θ, mais avec θ', bon, je vais refaire le dessin parce que là on commence à plus rien voir du tout. Donc, nos deux miroirs. Donc, on avait l'angle θ
comme ça, clac, 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 clac. Donc on a ce faisceau-là. Voilà. Quand on arrive avec l'angle θ, on a ce faisceau-là. Je vais laisser l'expression de la phase dans ce coin-là, voilà. Et sur notre lentille, alors je sais pas, l'axe optique, vous le mettez où vous voulez, on ne sait pas où ça va taper, mais peu importe. Où que ce soit, vous allez converger par rapport à l'axe optique au point correspondant au rayon parallèle aux autres, qui n'est pas dévié, qui viendrait converger là, donc ils vont tous converger là, effectivement. Donc voilà, voilà, voilà. Alors si maintenant on arrive avec un angle θ, on nous demande plus grand que θ', plus grand que θ, donc un angle légèrement plus grand comme ça. Donc ici il y a θ'. Alors du coup, là il est transmis pareil, il va se réfléchir ici, mais évidemment il est transmis, le rayon transmis il reste parallèle au rayon incident. Donc là, pareil, et puis voilà, En tout cas, tous les rayons transmis vont être transmis avec le même angle θ', pardon. Alors, on a à nouveau un faisceau parallèle ici, c'est-à-dire un faisceau de rayons parallèles qui vont tous converger au même point. Je vais remettre ça là. Ils vont tous converger au même point. Quel point? Eh bien, le point qui ne serait pas dévié, enfin, le point du faisceau qui serait parallèle à ceux-là, et qui passerait par le centre, et qui, lui, ne serait pas dévié, donc il viendrait taper là, par exemple. Et donc, tous ces rayons vont venir converger ici. Donc là, on avait le f' de θ, et là, on a f' de θ'. Le foyer secondaire correspondant à l'angle θ'. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont fait des dessins qui pas tout à fait comme ça, mais à peu près, on sent que c'était pas bien maîtrisé, mais surtout qui n'ont pas représenté l'axe optique. Et du coup, ça veut pas dire grand-chose. Hein, parce que si l'axe optique était plus bas, il se passerait pas ça pour le même angle. D'accord? Là, j'ai choisi l'axe optique ici, donc pour savoir où ça converge. Vous voyez que pour voir où ça converge, il faut faire passer le faisceau, le rayon parallèle à votre faisceau qui passe par le centre optique. Donc, évidemment, si le centre optique est là, là, là ou là, même la position relative de f de point de convergence pour θ et de point de convergence pour θ' ne sera pas la même. Donc, il faut bien faire montrer la situation complète, parce que sinon, vous faites converger à un point, mais pourquoi celui-là? Là, pourquoi celui-là? C'est explicite, parce que c'est là où passe le rayon parallèle à cela qui passe par le centre optique. Mais si vous n'avez pas mis le centre optique, toute la construction est fausse. On peut pas mettre de point à ça, je veux dire, si on est correcteur du CAPES officiel. Bon, moi j'ai dû en mettre un petit peu quand même, peut-être pas sûr, peut-être un demi. Bon, bref. Donc faites attention à ça, il faut que les choses soient claires. Mais pour ça, il faut que vous maîtrisiez la situation, il faut que vous assumiez ce que vous savez, parce que ça, vous le savez. Et donc il faut vraiment prendre le temps d'expliciter les choses. Vous avez 5 heures dans l'épreuve. Hein. Il vaut mieux en faire un quart très bien, vous aurez 20. C'est comme ça que ça marche au CAPES. Hein. Si vous faites un quart bien maîtrisé, en expliquant avec des bonnes phrases, vous aurez 20 à l'écrit. Hein. Disons un tiers peut-être, je sais pas. Mais vous voyez. Alors, on considère un autre rayon incident. Voilà, okay. À quel endroit par rapport au point P, les rayons issus de la situation sera décrite par un schéma clair, vous voyez? Et j'ai pas vu beaucoup de schémas clairs, pour être très franc. Bon, allez, on place maintenant une source monochromatique étendue, l'émission se faisant à la longueur d'onde lambda, à distance finie de l'interféromètre. Donc en fait, là on considérait un rayon qui arrive avec un certain angle. Maintenant ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait on a une source étendue ici, loin, donc ça envoie des rayons dans toutes les directions, quoi, voilà. Simplement. Et donc, comme il y a toutes les directions qui arrivent, alors à 2D comme ça, mais aussi comme ça, enfin, ça envoie des rayons partout. Et alors, on nous demande d'expliquer pourquoi la figure d'interférence est composée d'anneaux concentriques dans le plan de l'écran. Alors là, les explications que j'ai trouvées, vaut mieux pas mettre d'explications. Ça c'est enfin, je dis ça comme une boutade, mais c'est sérieux. Toutes les phrases que j'ai vues du type c'est une source étendue, donc ça fait des anneaux.
C'est ça la question, pourquoi ça fait des anneaux. Après, j'ai eu des réponses du type il y a plusieurs angles. Il y a plusieurs angles à l'entrée, donc c'est un progrès, il y a quand même il y a un élément supplémentaire. Il y a plusieurs angles à l'entrée, et donc on a des anneaux. Mais non, il y a plusieurs. Si je dis il y a plusieurs angles à l'entrée, et donc on a des losanges. En quoi cette deuxième phrase est différente d'un point de vue de la structure logique de la première? Vous voyez bien que le et donc doit pouvoir être écrit que si vous pouvez dire ce et donc que lorsque vous avez dit ce qui précède. D'accord? Parce que sinon, je peux dire et donc n'importe quoi. Et ça, ne croyez pas que vous allez tromper un correcteur. C'est-à-dire que quand la question est posée comme ça, expliquer pourquoi la figure d'interférence est composée d'anneaux concentriques, la personne qui a rédigé le problème et qui a posé la question, et tous les correcteurs qui vont tomber sur cette question, savent très précisément qu'est-ce qui est attendu. S'il n'y a pas ce qui est attendu, il n'y aura pas le point. Donc, n'essayez pas de faire comme si vous n'avez pas vraiment identifié pourquoi ça va être des anneaux, mais vous écrivez une phrase en disant peut-être que le correcteur va penser que j'ai compris alors que non. Non, non. Quand une question est posée, c'est très clair ce qui est attendu, soit c'est dans la copie, soit c'est pas dans la copie. Alors si c'est pas dans la copie, il n'y a pas de point, mais si c'est dans la copie, si dans la copie il y a autre chose qui prétend être une explication, mais qu'en fait ça n'en est pas une, ça met de mauvais poil le correcteur, et vous n'avez jamais intérêt à mettre de mauvais poil le correcteur, parce qu'il voit bien que vous l'entourloupez. Il n'y a pas ce qu'il faut, et vous prétendez que si. Une fois, deux fois, au bout d'un moment, c'est bon, ok, ça va. Vous voyez, enfin bon, je force un peu le trait, mais si vous savez pas, c'est pas grave, c'est à la suite, et on n'en parle plus, hein, d'accord? Bon, alors, donc pourquoi ça fait des anneaux? Bien, effectivement, parce que justement, ce qu'on voit, c'est que quand vous arrivez avec un certain angle ici, vous allez finalement converger ici, parce que là, il se passe tout un tas de choses, ça dédouble, détriple, déquadruple les rayons, mais ce qu'on a vu, c'est que de toute façon, ces rayons-là, ils ont le même angle que ceux à l'arrivée, tous. Et comme ils ont tous le même angle, ils vont tous au même endroit. À quel endroit? Précisément à l'endroit qui correspond au prolongement du rayon initial ici, avec le même angle. Alors même si c'était à 3D, c'est pareil, hein, c'est en biais. De toute façon, ça va dans le prolongement, d'accord? Donc, le rayon qui arrive avec un angle θ ici, arrive aussi avec un angle θ sur la lentille, enfin, fait plein de rayons qui arrivent tous avec un angle θ sur la lentille, et qui vont tous converger ici, comme s'ils venaient effectivement avec un angle θ là, et qu'il n'y avait pas la lentille, puisque justement ce rayon-là n'est pas défléchi. Et alors maintenant, le point clé, c'est que le déphasage ici ne dépend que de θ. Alors, et de lambda, mais on nous dit bien que la lumière ici est monochromatique. On arrive avec plein de directions partout, c'est une source étendue, ça arrive dans tous les sens, mais c'est tous la même longueur d'onde. Donc le déphasage ne dépend que de θ. Donc si vous avez un rayon qui arrive avec θ comme ça, un autre qui arrive avec θ comme ça, ou un autre θ en biais comme ça, s'ils ont le même θ, ils ont le même déphasage entre deux rayons. Et par conséquent, l'interférence va être la même. Ça peut être destructif, ça peut être constructif, ça peut être partiellement constructif ou destructif. Ça dépend si phi est un multiple entier ou demi-entier de 2π ou juste un truc intermédiaire. Donc, à chaque phi va correspondre une certaine intensité donnée par l'interférence. Mais si vous avez le même phi, vous avez la même interférence. Et donc vous aurez la même intensité. Donc tous les phi identiques auront la même intensité. Donc, comme phi ne dépend que θ, tous les θ identiques auront la même intensité. Or, où se trouvent tous les θ identiques? Dans l'écran ici, dans le plan focal image. θ identique, si vous prenez tous les θ possibles, donc pour un θ donné, vous prenez toutes les directions possibles, donc là dans le plan il y en a deux, il y a θ vers le bas ou θ vers le haut. Mais évidemment, il y a une symétrie de révolution autour de l'axe optique, c'est-à-dire je peux être θ comme ça, voilà. Donc pour un même θ, je peux être dans n'importe quelle direction, le long d'un cône en fait. Donc vous avez un cône, enfin si je le représente un peu en perspective, ça fait un cône
θ comme ça. Et ce que nous dit notre analyse précédente, c'est que tous les θ de ce cône-là produisent le même déphasage et donc sont associés à la même intensité. Et donc maintenant, vous regardez ce cône où il se projette sur l'écran, eh ben, il fait un cercle justement. Alors si je le refais en perspective, vous avez un cône ici, et puis vous avez l'écran là, voilà. Donc ça c'est le cône de demi-ouverture θ, et puis après le θ', bah, il va faire un cercle, il y a un cône plus évasé qui va faire un cercle plus grand, concentrique. C'est quoi le centre? Bah, ça correspond à θ égale 0. Voilà, c'est un faisceau qui arrive parallèlement comme ça, va converger ici. Très bien. Même s'il arrive d'ici, hein, le faisceau, il va converger là, quand même. D'accord? Donc, pour θ égale 0, c'est là. Plus θ augmente, plus ça augmente. Mais à chaque fois, vous avez à θ donné, phi donné, donc intensité donnée. Donc c'est ça la phrase que le correcteur attend. C'est que le déphasage ne dépend que de θ, donc l'intensité ne dépend que de θ, et donc les surfaces ou les lignes équi-intensité dans l'écran sont les lignes équi-θ, qui correspondent au même θ. Bah, le même θ, c'est par définition, ici, c'est donc un cône issu du centre optique, hein, parce que c'est par là que passent les rayons qui ne sont pas déviés. Les autres, peu importe, ils vont aller là où va celui-là. Hein, donc on peut s'intéresser qu'à ceux qui passent là. Même s'il n'y en a pas en vrai qui passent là, encore une fois, si tous les rayons arrivent là, il n'y en a pas qui passent là, mais c'est en prenant le rayon qui parallèle à celui-là, passerait par là, viendrait là, du coup je sais que ceux-là aussi vont là. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi ce sont des anneaux, parce que les anneaux correspondent tous au même θ, donc au même phi, donc à la même intensité. Et donc voilà, si c'est brillant à un θ, c'est brillant à tous les points qui ont le même θ, donc ça fait des anneaux, vous avez compris. Bien. Voilà, et alors il y a une suite, mais il faut que je m'arrête parce que là j'ai autre chose à faire, donc je vais faire une pause, je reprendrai après la suite de cette correction. À très bientôt.